Allez, salut à toi, ici Yann Darwin, finance et investissement mais pas chiant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait le point en long, en large et en travers sur les ETF Bitcoin Spot. On n'arrête pas d'en parler, tout le monde en parle. Et on va se poser la question de où est-ce qu'on va avant de comprendre. Avant de comprendre quelle est la différence entre ces fameux ETF spot, un ETF normal, les différents types de fonds, etc. J'ai un programme pour toi aujourd'hui que voici, que voilà. Et je vais te parler des mythes et des réalités parce que sur le marché crypto, encore plus que sur le marché action classique, il y a des mythes, il y a des légendes, il y a également des réalités, il y a des choses qui sont déformées ou qui sont mal comprises ou qui sont relayées sans comprendre parce que un influenceur ou un youtubeur a parlé de telle ou telle chose. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la finance conventionnelle, puisque là, finalement, on va réconcilier la finance conventionnelle, les marchés financiers, on va dire classiques, et les cryptos. Et c'est de ça qu'on parle avec cette ETF Spot. Et on va se poser aujourd'hui les bonnes questions pour savoir où ça va par rapport au prix et qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça dans les prochains mois, voire même les prochaines années. Je te fais le petit scénario que tu as sous les yeux. Tout simplement, je vais rappeler ce qu'est un ETF, comment ça fonctionne, les différents types de fonds, les différences majeures à comprendre, les différences entre un ETF et un ETF Spot, parce qu'on avait déjà des ETF, notamment sur Futur, sur Bitcoin et d'autres cryptos. Comment ça marche précisément? On va rentrer sous le capot, comme une voiture, regarder le moteur et comprendre comment fonctionne un ETF. Pour comprendre si les différents émetteurs et BlackRock en tête, puisque BlackRock c'est toujours le grand méchant loup, oulala, celui qui manipule le marché, mon Dieu, tout va s'écrouler. Donc est-ce que BlackRock peut physiquement manipuler le marché et quel est son intérêt tout simplement, et comment fonctionne un émetteur d'ETF et comment fonctionne un ETF sous le capot. On parlera également des whales parce qu'on a toujours, pareil, des légendes urbaines autour de manipulation de marché, de choses qu'on ne comprend pas. Donc je ferai en sorte de te vulgariser les différents mouvements et pourquoi ils arrivent et quels sont les mythes et les réalités autour de tout ça. Et puis, où est-ce qu'on va au niveau du prix, au niveau de la traction, au niveau des volumes avec tout simplement ces fameux ETF spot. Ça va être une vidéo relativement complète, mais tu vas voir, relativement clair, comme à mon habitude, on va faire des petits dessins et on va faire le tour ensemble. Alors déjà, pour comprendre ce que sont ces ETF crypto, je fais un tout petit rappel rapide. Si jamais tu n'étais pas là, tu étais dans une grotte et tu sais pas ce qu'est un ETF tout simplement. Un ETF, ça veut dire Exchanged Trade Fund, ok. Donc tout simplement un fonds négocié en bourse en français. Un ETF, c'est un fonds négocié en bourse, voilà, tout simplement. Ok. Ce fonds, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va pouvoir détenir des trucs au profit de gens. Voilà, tout simplement. On va aller à fond dans la vulgarisation. Et peut-être que tu connais des fonds, par exemple, qu'on va appeler des fonds indiciels. Donc, fonds indiciels, c'est des ETF sur des indices. Ça pourrait être un ETF sur le S&P 500, ça pourrait être un ETF sur le CAC 40, donc qui va être destiné à répliquer les mouvements d'un indice. On peut avoir des fonds de réplication physique, par exemple. Donc, ça pourrait être du gold. Ça pourrait être des matières premières, commodités, etc., etc. Donc, par exemple, un fonds qui répliquerait les mouvements de l'or, voilà, tout simplement. On a des fonds qui sont sectoriels. Par exemple, on va dire, voilà, cet ETF réplique les mouvements de tel secteur, par exemple de l'industrie aux États-Unis ou de l'industrie minière en Chine, etc., etc. Donc, on va isoler un bout du marché pour tout simplement le répliquer. On va répliquer les mouvements des différents sous-jacents. Il pourrait y avoir 20, 30 actions, 50 actions. Ça pourrait être un ETF World. Les gens ont entendu parler, tout le monde connaît, je pense, les ETF World, c'est-à-dire qu'on va prendre un panier soit d'indices, soit d'actions dans les plus grands pays du monde, et puis on s'amuse à faire des répartitions. Par exemple, si je prends un ETF World, et il faut bien le regarder d'ailleurs, quand tu choisis un ETF, j'avais fait une vidéo sur comment fonctionnent vraiment les nomenclatures, etc. Tu la trouves ici pour sélectionner tes ETF, quoi regarder, etc. Donc vidéo complémentaire ici. Mais dans un ETF World, on peut finalement mettre ce qu'on veut. C'est-à-dire que l'émetteur appelle ça ETF World, mais l'émetteur, il a besoin de décider ce qu'il va mettre dans son ETF. Donc peut-être qu'il va mettre 30% d'actions américaines, 20% de pays émergents d'Asie, 10% d'Afrique, etc., etc. Okay, un ETF World, c'est pas magique. On n'a pas dit, tiens, un ETF World, c'est toujours comme ça. C'est l'émetteur qui décide ce qu'il met à l'intérieur, il explique ça au marché dans un prospectus, et ça permet tout simplement aux gens de faire leur sélection. Mais restons high level un petit peu sur les différentes possibilités. On a des ETF que je vais classer dans exotique. Okay, je vais les mettre dans exotique parce que là, on a plein de différents styles. Par exemple, les inverses.
qui réplique un sous-jacent à l'inverse. Okay, quand on dit un sous-jacent, pour le néophyte, qu'est-ce que c'est? C'est ce que réplique l'ETF. Okay, un ETF sur l'or, le sous-jacent, c'est l'or. Okay, un ETF, par exemple, que je classerais dans exotique, qui va répliquer à l'inverse les mouvements du S&P 500 leveragé x2, ça veut dire qu'il va faire l'inverse de ce que fait le S&P 500 deux fois, okay, avec un levier 2, tout simplement. Donc on a plein d'exotiques, des inverses, des leverage, des small cap, etc. Et puis on a également une sous-catégorie qui est la capitalisation ou la distribution, c'est-à-dire que certains ETF vont capitaliser, donc quand ils vont toucher des dividendes, je reprends mon exemple par exemple d'un ETF sur le S&P 500 qui répliquerait les performances du S&P 500, certaines actions donnent des dividendes, l'ETF récupère des dividendes, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il capitalise et donc il les réinvestit, ou est-ce qu'il les distribue, tout simplement sous forme de dividendes également, mais de l'ETF cette fois-ci. Donc ça, c'est encore finalement une sous-possibilité de ETF. Mais encore une fois, jette un œil, mets-toi dans ta playlist la vidéo que je t'ai mis là-haut dans le i. Maintenant, c'est quoi les avantages des ETF et pourquoi tout le monde en parle? L'avantage principal, et pourquoi ils sont tant aimés des gens, du marché, des investisseurs, c'est que c'est pas cher. Pourquoi c'est pas cher? Parce que contrairement à un autre type de fonds, on va avoir une gestion qui est beaucoup plus simple par rapport à un mutual fund, à un fonds de placement, à un hedge fund, à une gestion qu'on pourrait appeler active, okay, où il va falloir prendre des décisions d'investissement, il va falloir trader, très clairement, avec un timing, avec des analystes, avec des process d'entrée, sortie, de monitoring de marché, des process également qui vont être plus complexe au niveau de la compta, tout simplement, et de l'exécution. Là, si on réplique un indice, globalement, on se prend pas la tête, quoi. J'ai pas 350 analystes qui doivent décider s'ils doivent acheter ou vendre telle action. Il suffit que l'ETF réplique l'indice. Comment est-ce qu'il le fait? On va en parler après. Mais sur le papier, il y a beaucoup moins de mal de tête, de prise de décision et beaucoup moins de technicité professionnelle à avoir, finalement. Donc, ça permet d'avoir des frais qui sont beaucoup moins chers. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins d'équipes nécessaires, beaucoup moins de frais de structure. Donc les ETF sont souvent pas chers et souvent, et notamment pour nous, vous, les Français, et la plupart des gens francophones qui regardent cette chaîne, eh bien ils vont être souvent inclus ou avec une possibilité d'être inclus dans des enveloppes fiscales qui sont intéressantes comme l'assurance vie, le PEA, etc., etc. Donc les ETF sont très suivis, très aimés. Et aussi, il y a le côté un petit peu sécurité, parce que c'est des instruments qui sont très régulés sur la finance classique, les marchés financiers classiques, par des grands émetteurs mondiaux, BlackRock, etc., qu'on connaît tous, et qui sont eux également très régulés avec des réserves très importantes. Donc on a des acteurs qui sont très forts, qui ont beaucoup de réserves d'argent, et on a un environnement de régulation qui est également très fort, très serré, audité, etc., etc., et public en plus, puisque les boîtes, la totalité même des boîtes qui émettent ces ETF sont elles-mêmes cotées. Maintenant, on va faire une petite parenthèse pour comprendre ce qui va se passer après, parce que ça va se passer en plusieurs étapes. Il faut comprendre que si je vais dans la catégorie fonds, ok, donc là je suis plus dans les ETF, je suis dans les fonds d'investissement. Un fonds, qu'est-ce que c'est? Et un ETF est finalement une sous-partie de la grande partie des fonds. Un fonds, qu'est-ce que c'est? C'est une entité, un véhicule qui permet à des investisseurs d'investir ensemble, qui est souvent géré par un émetteur national connu et reconnu, okay, qui va capter les fonds des clients pour les investir pour le compte de ces clients-là et qui va se rémunérer parfois uniquement avec des frais, comme c'est le cas sur les ETF, ou parfois avec un mix de performances, etc., comme avec des modèles plus hedge fund, avec la possibilité d'investir aux côtés de traders et d'investisseurs reconnus, etc., qui ont fait leurs preuves. Et en fait, ces fonds, on peut les classer en deux grandes catégories. Ce qu'on appelle les fonds closed ended fund, ok, in the fresh accent, et open-ended fund, ok? Donc en gros, en français, les fonds fermés ou les fonds ouverts. Et il y a une toute petite différence à comprendre qui est extrêmement importante, c'est comment finalement rentrer dans ces fonds, comment investir dans ces fonds et qu'est-ce qui se passe quand j'achète des parts de ce fonds, parce que je ne suis pas propriétaire de la totalité du fonds. Le but du fonds, c'est de faire rentrer plein de gens et comme ça permet à plusieurs, on peut investir plus et tout simplement on a moins de gestion puisque c'est le fonds qui gère pour nous. Mais en échange, on est actionnaire d'une partie du fonds. On a des parts de ce fonds, ok? Sur un fonds fermé, typiquement, je vais en prendre un que tout le monde connaît puisque il a fait grand bruit à l'époque pour être, et puisqu'on parle de Bitcoin aujourd'hui, pour être un des premiers véhicules qui permettait aux investisseurs et notamment institutionnels d'investir sur le Bitcoin
à l'époque, le GBTC, ok, qui a depuis demandé sa conversion en ETF, mais à l'époque, c'était un fonds fermé. Comment ça marche un fonds fermé? Ok, bah comme tout le monde, il y a des parts, ok, donc il y a un camembert hein, avec des shareholders. Mais au départ, quand on émet ce fonds-là, on le met sur le marché, ok, et les parts vont se traiter, vont se trader avec la loi de l'offre et la demande, avec des gens qui veulent acheter, des gens qui veulent vendre, des gens qui veulent rentrer, des gens qui veulent sortir. Ce qui fait que, bah, tout simplement, ce fonds, il fluctue, ok, avec la loi de l'offre et la demande. Si d'un seul coup, on est là et tout le monde veut vendre parce qu'il y a un panic sell sur ce fonds, parce que, je sais pas, le gestionnaire, il a couché avec la petite fille de la grand-mère de la, de la secrétaire, ça n'a rien à voir avec le sous-jacent finalement, mais pourtant, bah, y a une panique et on dit, oulala, ça va faire faillite, etc. Et tout le monde vend. Ce qui fait qu'en fait, ce fonds peut se décorréler de son sous-jacent. Le prix du fonds peut ne plus être égal à la valeur liquidative, ce qu'on appelle la valeur liquidative, c'est-à-dire combien il vaut comptablement. C'est-à-dire qu'on compte bah, les bitcoins qu'il y a à l'intérieur de ce fonds, au cours actuel, ça fait tant. Sauf que bah, si jamais il y a eu un crash bah, pour des raisons X ou Y, on peut se décorréler. Et on peut trader au-dessus ou en dessous de la valeur réelle qui pourrait être au milieu là. Donc quand on est au-dessus, c'est un premium, quand on est en dessous, c'est un discount. Donc ce qui fait que finalement, beaucoup d'investisseurs, et je te vois arriver petit malin, se disent bah moi je vais aller regarder les fonds qui se tradent à discount parce que bah, leur valeur liquidative elle est au-dessus et puis mon pari c'est que ça remonte à la valeur liquidative voire même que ça parte en premium, ok? Mais ça on s'en fout aujourd'hui parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Parce que les ETF ne sont pas des fonds fermés, ce sont des fonds ouverts. Et la grande différence, c'est que le fonds fermé a un nombre de parts limité ici, alors qu'un ETF a un nombre de parts qui est flottant, qui change en permanence et qui change tous les jours. Ce qui fait que on va pouvoir traiter à la NAV, ou en tout cas très proche de cette NAV. Donc on va vraiment regarder bah, combien il y a de Bitcoin, là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans un ETF Bitcoin, et on va toujours traiter à cette valeur-là. C'est-à-dire que le fonds va refléter vraiment la valeur de son sous-jacent, pas plus, pas moins. Donc finalement, c'est bien plus sécuritaire et puis c'est bien plus naturel dans l'ordre des choses quand on se dit bah moi je suis investisseur, j'ai des parts de fonds, heureusement que le fonds reflète la vraie valeur de ce qu'il y a à l'intérieur si demain il y a un problème, que je veux récupérer mes bitcoins, etc. Mais c'est pas le cas avec tous les fonds et c'était pas le cas notamment avant les fameux ETF Bitcoin Spot. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément aussi d'autres actions. Mais alors tu vas me dire ok, mais il y a quand même la loi de l'offre et la demande, parce qu'il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, il y a des gens qui veulent rentrer, il y a des gens qui veulent sortir. Donc comment c'est possible bah, que les parts ne fluctuent pas, ou très peu, et restent proches de la NAV? Et bien c'est là qu'il va falloir qu'on aille se promener justement dans comment fonctionne un ETF spot, et comment bah, les grands émetteurs qui nous intéressent, et on va garder BlackRock comme exemple, parce que c'est toujours celui qu'on prend et que c'est le plus gros, comment BlackRock fait pour que son ETF ou ses ETF, sur n'importe quel sous-jacent d'ailleurs, pas que Bitcoin, trade à la valeur liquidative et bah, finalement reflète les sous-jacents, reflète la vraie valeur tout simplement. Alors, on va encore faire une explication intermédiaire et on va y retourner. Intéressons-nous donc maintenant uniquement aux fonds ouverts et donc uniquement aux ETF et donc les ETF qui nous intéressent aujourd'hui, les ETF Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un ETF, il y a différents types de réplication. Okay, la réplication, c'est quoi? Bah, c'est comment on réplique justement la valeur de ce qui nous intéresse. Un ETF S&P 500, comment il arrive à faire par A plus B qu'il reflète la valeur du S&P 500 et quand le S&P 500 monte de 1,2%, il monte de 1,2%. Ou un ETF Bitcoin, quand le Bitcoin baisse de 5%, l'ETF baisse de 5%. Comment c'est possible? Bah, il faut savoir que l'ETF va détenir du sous-jacent, ou en tout cas, on va le voir après, via toute une ingénierie financière, va pouvoir et détenir, et vendre, et acheter, et créer des parts, et en même temps en annuler, et ça va être un bordel monstre, mais tu vas voir que c'est extrêmement malin. Mais avant ça, il faut qu'on comprenne les différents styles de réplication, parce que c'est très important pour la suite, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire où est-ce qu'on va au niveau des prix. Il y a 3 grands types, même s'il y a des sous-types de réplication. On va avoir la réplication physique. Okay, la réplication physique, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est-à-dire qu'on prend physiquement le sous-jacent. C'est-à-dire qu'on dit, ok, bah, un ETF Bitcoin Spot, il doit détenir des Bitcoins. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Je récupère des sous quand les gens rentrent. Ces sous-là, j'achète des Bitcoins. Ça, c'est une réplication physique. Ou comme je récupère des sous quand les gens rentrent, et si c'est un ETF CAC 40, j'achète du CAC 40. Si c'est un ETF Gold, j'achète du Gold. Okay, c'est une réplication physique. Mais tu vois, je viens de te dire, reprenons rapidement l'exemple du CAC 40. Si les gens rentrent sur un ETF CAC 40, j'achète du CAC 40, mais je ne peux pas acheter du CAC 40. C'est-à-dire que le CAC 40, c'est quoi? C'est les plus grandes actions
du CAC 40. Donc ça veut dire qu'il faut que j'achète ces 40 actions-là. Bah oui, c'est ce qui se passe en réplication physique. Par exemple, pour un ETF CAC 40, on va prendre l'argent qui rentre et on va acheter au prorata, de la même façon que c'est proratisé dans le CAC 40, ces 40 actions-là à chaque fois. Donc c'est un bordel monstre, il y a bien sûr des automatisations qui sont en place pour le faire. Mais on est sur une réplication physique, c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, on a ce qu'on appelle la réplication optimisée. Parfois, on appelle également la réplication samplée. Qu'est-ce qu'on fait avec cette réplication optimisée ou samplée? Ça se comprend très bien. Alors, ça se comprend pas très bien pour le Bitcoin, mais restons sur le CAC 40. Si à chaque fois que quelqu'un achète une part d'ETF, je dois faire le prorata pour racheter ces 40 actions, etc., c'est un bordel. Ça génère des frais de transaction, plus de frais de transaction, ça génère plus d'ordres qui passent à l'achat comme à la vente, puisque en permanence, tous les jours, il y a des dizaines de milliers d'achats et de ventes. Donc, ça veut dire que je suis tout le temps en train de trader 40 actions à chaque fois, pour mon exemple du CAC 40. Donc, c'est pas très optimisé. Donc, pour optimiser ça et pour baisser les coûts, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un sample. C'est-à-dire que je reste sur mon exemple du CAC 40. Dans le CAC 40, on a 40 actions. Eh bien, on se rend compte, parfois, et c'est pareil sur tous les indices, que les mouvements, à la hausse ou à la baisse, peuvent être répliqués sans acheter ces 40 actions. Par tout simplement des mathématiques complexes, on se rend compte que parfois, on en a besoin de 7, de 8, de 10, et que ça va nous répliquer de la même façon le CAC 40. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser. On ne va pas prendre toute la part du sous-jacent qui nous intéresse, et ça pourrait être pareil sur un ETF World, ça pourrait être pareil sur ce qu'on veut. On va optimiser, on va sampler, on va prendre qu'un seul bout, mais on va quand même réussir à reproduire la même performance au pourcentage près, au dixième de pourcent près. Donc c'est une réplication optimisée tout simplement. Et on a un troisième grand type qui est une réplication synthétique. Alors la réplication synthétique, c'est plus un bordel. C'est-à-dire que là, ce qu'on va dire, c'est que si le CAC 40, le S&P 500, l'or, le Bitcoin, peu importe, fait plus 3%, eh bien, l'ingénierie financière qui est en dessous avec les émetteurs et les participants autorisés dont on va parler juste après, vont faire en sorte de s'échanger avec différents acteurs sur les marchés des contrats dérivés, la plupart du temps futurs swap, qui vont permettre de répliquer uniquement la performance. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a un émetteur qui va vendre un instrument qui réplique la performance, tout simplement. Donc on a un émetteur qui va dire « Ok, moi je te vends un instrument, en échange bien sûr d'un frais, qui va faire plus 3% quand le CAC 40 fait plus 3%, quand le Bitcoin fait plus 3%, etc. » Donc l'émetteur de l'ETF ne détient pas le sous-jacent. Les participants autorisés, dont on parlera après, ne détiennent pas ou peu du sous-jacent, mais détiennent des contrats dérivés, avec toute une ingénierie encore plus bordélique, mathématique, automatisée, beauté dans tous les sens, qui permet de répliquer ça et qui permet d'être assuré, etc. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est extrêmement compliqué. Mais globalement, un ETF synthétique ne détient pas ou très peu du sous-jacent, mais pourtant, il arrive quand même à répliquer la performance avec des instruments financiers qui sont complexes. Maintenant qu'on a compris les trois grandes possibilités de réplication, tu vas me dire, ok, mais il est où notre ETF Bitcoin Spot? Ils sont où nos ETF Bitcoin Spot? Ils sont là. Et c'est ça qui intéresse beaucoup le marché. C'est que le principe de ces ETF-là, spot, on avait déjà des ETF sur futur qui étaient en réplication synthétique. Maintenant, les ETF spot nous emmènent en réplication physique. Ce qui amène quoi? Ce qui amène que les émetteurs et les différents participants, encore une fois, de toute cette machine dont on va parler juste après quand on va ouvrir le capot, vont devoir détenir des bitcoins. Plus ou moins en fonction de la demande et plus ou moins aussi en fonction de la façon dont ils vont sceller les transactions. On va en parler juste après. Mais ça va faire quoi, ça? Ça va faire que tout simplement, il va y avoir une demande importante et plus il va y avoir de retail, d'institutions, de banques, de gestionnaires de fonds, de family office, peu importe d'ailleurs quel type d'investisseur va vouloir cet ETF spot, plus il va y avoir de demandes et plus ces émetteurs vont devoir engranger du physique, puisqu'on est sur de la réplication physique. Donc rentrer du Bitcoin. Qu'est-ce que ça fait quand on rentre beaucoup de Bitcoin et que la supply est limitée, on le sait? Ça fait qu'on vient assécher la supply. Il y en a de moins en moins floating disponible, et donc s'il y en a de moins en moins disponible, forcément la loi de l'offre et la demande fait que quand ça monte, quand ça a envie de monter, quand il y a une pression acheteuse, ça ne suffit pas à créer une pression acheteuse, mais en tout cas en cas de pression acheteuse, en cas de tout le monde en veut, ça aide, puisque il y en a moins de disponibles, donc tout simplement ça aide à ce que ça monte. Maintenant qu'on a compris ça, les différents types d'ETF de façon très générale, les différents types de réplication de façon très générale, on est prêt à comprendre
comment ça marche sous le capot et comment fait BlackRock par A plus B pour gérer son ETF et pour créer des parts comme il a envie, pour annuler des parts comme il a envie, pour que ça suive le prix spot, etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors on est parti. On a deux grands cas. Quand on a un acheteur ou un vendeur. C'est-à-dire que moi je suis là, et puis je suis Madame Chombier, et puis j'ai décidé aujourd'hui d'acheter une part de l'ETF BlackRock Crypto 312, mon cul, trop bien. J'ai deux grandes solutions. La première solution, c'est qu'il y a un carnet d'ordre, comme sur n'importe quel actif en bourse. Et puis ça tombe bien, moi, Madame Chombier, je veux acheter 10 parts de l'ETF en question. Et puis en face, j'ai un vendeur qui veut vendre 10. Et puis on est au même prix. Et puis c'est génial, on est sur une bourse. Et puis on échange. Voilà. Madame Chombier achète à Monsieur Jean-Michel. Et là, ça se passe bien. Sauf que, quand des Madame Chombier, il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a une vraie pression acheteuse. Ou quand des Monsieur Jean-Michel, il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a une vraie pression vendeuse. Comment on fait? On a un problème. Ça veut dire que s'il y a beaucoup plus de demandes ou beaucoup plus d'offres, et qu'on est sur un fonds, comme on a expliqué là, fermé, il est où mon fonds fermé? Il est là, on va avoir des problèmes. On va se dépéguer de la NAV. Et c'est là que nos parts ne vont plus refléter la valeur liquidative. Donc pour que nos parts continuent à refléter la valeur liquidative, on ne peut pas agir uniquement sur le prix, on ne peut pas laisser le marché décider du prix. Il va falloir qu'on émette ou qu'on enlève des parts, qu'on annule des parts, ce qui fait que finalement, quand on vient calculer la NAV, il y a moins de parts, donc on vient rattraper, ou alors qu'on émette de nouvelles parts, et comme ça, quand on vient calculer la NAV, pareil, dans l'autre sens, s'il y a beaucoup d'acheteurs, on vient rattraper le prix, et on arrive toujours à rester, en le faisant en temps réel, plusieurs dizaines de fois par seconde, finalement, au rythme des offres et des ventes et des achats, on arrive à toujours rester proche de la NAV. Même si parfois il peut y avoir un petit écart en cas de pic de volatilité, mais les écarts sur les ETF spot sont très limités. On parle de quelques 0,1, 0,01, 0,02 points de pourcentage, c'est très faible. Pour faire tout ça, on a toute une machinerie qui se met en place ici. Ok, donc on a toujours Madame Chombier qui veut acheter, mais on n'a plus de vendeurs, ou plus assez de vendeurs. Ouais, il y a toujours des vendeurs, mais il n'y en a plus assez. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un mécanisme très simple. Très simple. Pas tant que ça, mais pas non plus si compliqué que ça. On va avoir ce qu'on appelle des AP, que j'ai mis ici. Authorized Participant ou Participant Autorisé en français. En anglais, Authorized Participant, en français, Participant Autorisé. C'est qui, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y avait Madame Chombier, Monsieur Jean-Michel. Les participants autorisés vont être de grands acteurs financiers, principalement des grandes banques d'affaires, banques d'investissement, et aux États-Unis et pour les ETF Bitcoin Spot qui nous intéressent, principalement Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc. Ces institutions qui sont là depuis toujours et qui font ça. Et si tu veux, si je dois faire un espèce de parallèle, un participant autorisé, c'est finalement une sorte de market maker professionnel. Pourquoi? Parce que le participant autorisé va travailler en étroite relation avec ce qu'on appelle dans le langage financier le sponsor. Le sponsor, c'est bizarre, mais ça s'appelle comme ça. C'est pas du tout un sponsor, c'est l'émetteur de l'ETF. Donc là, dans ce qui nous intéresse, le sponsor, c'est BlackRock. Ok? Par exemple, dans notre exemple de BlackRock. Ce participant autorisé, ou plutôt ces participants autorisés, parce que tu vas voir qu'il y en a plusieurs, mais on va commencer très simple avec un seul, va travailler avec le sponsor pour gérer un mécanisme relativement complexe, qui est ici. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, on va soit émettre des parts d'ETF en échange de sous-jacents, ok, ou soit dans l'autre sens, annuler des parts d'ETF en échange de sous-jacents dans l'autre sens. Donc en gros, ça va dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui se passe, c'est que il y a énormément de gens, ok, grosse pression acheteuse, tout le monde veut acheter, Madame Chombier, c'est génial, tout le monde veut acheter du Bitcoin, tout le monde en parle, ton coiffeur, ton patron, tout le monde à la NPE, tout le monde parle du Bitcoin. À ce moment-là, tout le monde veut en acheter, ok? Donc, les acheteurs arrivent, boum, sur leur broker, hop, la bourse, carnet d'ordre. Il n'y a pas assez de vendeurs. La bourse fait appel aux participants autorisés. Le participant autorisé dit, ok, il faut émettre plus de parts d'ETF, parce que sinon, il y a tellement finalement de pression acheteuse que l'ETF va exploser. On ne veut pas que l'ETF explose, je te rappelle, on veut qu'il reste
et qui reflète parfaitement la NAV et donc combien on a de Bitcoin à l'intérieur. Et on ne veut pas que les prix montent sur une spéculation. On veut que ça reflète. On ne veut pas que l'ETF monte parce que plus de gens veulent l'ETF. On veut que l'ETF reflète le prix du Bitcoin. Et c'est ça la grosse différence. C'est pas plus de gens veulent l'ETF monte. C'est le Bitcoin monte, l'ETF monte. Mais si plus de gens veulent l'ETF, mais que le Bitcoin descend malgré tout, le prix de l'ETF doit baisser. Donc pour ça, il faut soit émettre des nouvelles parts, soit retirer des parts. Et c'est exactement ce qui se passe. Le sponsor, lui, va avoir finalement un panier du sous-jacent, donc là, du Bitcoin dans ce qui nous intéresse. Et puis, quand on va avoir besoin de plus de parts, eh bien, avec le participant autorisé, il va tout simplement récupérer du Bitcoin en plus, du participant autorisé, pour, en échange, lui donner des parts d'ETF. Et quand on va aller dans l'autre sens, c'est l'inverse. Il va récupérer des parts d'ETF du participant autorisé et en échange de ça, lui vendre du Bitcoin. Okay, donc en gros, le sponsor, donc l'émetteur de l'ETF et le participant autorisé, entre eux, sont en constante vente et achat du sous-jacent, là pour une réplication physique du Bitcoin, en échange de parts d'ETF. Alors maintenant, tu vas me dire, ok, c'est bien beau, mais comment ces gens-là font de l'argent? Tout simplement avec les frais. Le sponsor, lui, va tout simplement facturer des frais de gestion, qui sont assez faibles, mais sur un volume tellement important qu'il arrive à se rémunérer. Et les participants autorisés, eux, vont plus jouer sur de l'arbitrage. Okay, eux, ils vont pouvoir se hedger et tout simplement jouer sur le spread pour créer des parts, revendre des parts, un petit peu plus, un petit peu moins, et sur les différentes bourses, les différents exchanges, les différents fuseaux horaires, ils vont arriver à extraire une performance. Pareil, qui est relativement faible, voire même très faible, mais qui va leur permettre, moins leur edge, dont on parlera après, d'être tout simplement en gain la plupart du temps en tout cas. Ensuite, ce système est relativement parfait et il marche très bien depuis la nuit des temps sur les ETF. Pourquoi? Parce que là, on a fait un exemple avec un seul participant autorisé. Okay, sauf que on n'a pas un seul participant autorisé. On a une multitude de participants autorisés. Ce qui permet quoi? Un petit peu à la façon de comment fonctionne Bitcoin avec une multitude de nœuds de validation, de mineurs, etc. Si on a un qui fait défaut, les autres sont là pour veiller au grain. Là, c'est un petit peu la même chose. S'il y a un participant autorisé qui fait de la merde, qui justement essaye d'aller chercher trop loin au niveau du spread pour facturer plus, pour gagner plus d'argent, les autres vont être plus compétitifs. Et donc, le sponsor va pouvoir travailler avec eux plutôt qu'avec eux. Et c'est de la même façon. Il y a un bid et un ask, de la même façon où on veut acheter et vendre une action, sauf que là, ça se fait sur la totalité du système. Donc, à combien je vais pouvoir émettre des parts, et à combien je vais pouvoir les racheter, à combien je vais échanger les sous-jacents, etc., etc. Et tout ça permet de se réguler. Donc, si j'ai un participant autorisé qui fait de la merde et qui facture trop cher, je vais à la concurrence. Ou si j'ai un participant autorisé qui explose en plein vol, ou qui décide de ne plus me fournir la contrepartie, ou qui fait faillite, ou peu importe, j'en ai d'autres. Et en fait, tout ça permet de stabiliser le système. Par-dessus, on a une notion de clearing, une clearing house aux États-Unis, le DTCC, qui va finalement veiller au grain et qui va regarder chacun des acteurs et qui va dire ok les gars, chaque jour, chaque heure, chaque semaine, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre levier? Est-ce que vous avez bien échangé les parts? Est-ce que c'est settle correctement, etc. Quels sont les flux financiers? Et cette clearinghouse va tout simplement dire ok, ça se passe bien ou ah, ça se passe pas bien, il y a un risque d'appel de marge, donc il faut mettre plus de collatéral et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quelque chose qui est très huilé, que là je vulgarise pour que tout le monde comprenne, mais qui est vraiment en place depuis des dizaines d'années aux États-Unis. Et d'ailleurs en Europe avec d'autres clearinghouse, mais peu importe, ça fonctionne sur le même principe. Et c'est extrêmement huilé, c'est extrêmement en place. Et surtout depuis la grande crise financière, ça a été encore plus serré. Les boulons ont été resserrés dans tous les sens pour éviter justement les appels de marge, etc. en cas de volatilité, avec des collatéraux qui sont très importants. Donc, maintenant qu'on a compris le grand schéma, la SEC a demandé en plus d'une rédemption en sous-jacent, la possibilité d'une rédemption en cash. C'est-à-dire que ils vont pouvoir s'échanger des parts d'ETF contre création ou annulation de parts, pas que en sous-jacent, donc pas que en Bitcoin, mais également en cash. Ce qui permet tout simplement d'avoir moins de manipulation potentielle du cours via des achats extrêmement larges du sous-jacent.
En fait, et c'est notamment le cas, et c'est pour ça que la SEC a fait ce choix-là d'imposer également le cash redemption, c'est que, étant donné qu'on est sur une supply limitée de Bitcoin, tout le monde le sait, et c'est aussi ce qui fait sa force, entre guillemets, si on vient trop assécher la liquidité, si on vient trop assécher le marché, et que tous les émetteurs d'ETF doivent détenir tellement de sous-jacents qu'on assèche vraiment la liquidité, il peut y avoir éventuellement des problèmes. Donc ce qu'on va demander, c'est qu'il y ait également une possibilité de faire ces mouvements-là en cash, okay, avec une valeur de 1 pour 1. Donc c'est-à-dire que si je te devais un Bitcoin, je te dois le cash qui correspond au Bitcoin à l'instant T, mais on peut également faire ce settlement en cash tout simplement. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va avoir deux grands cas. Et il faut comprendre absolument ça pour comprendre pourquoi tous ces gens-là, que ce soit les épis ou les émetteurs d'ETF, n'ont pas d'intérêt à manipuler le cours. Okay, et ne le font pas pour une raison très simple. Si les prix augmentent, okay, on va se dire « Ah, génial, on gagne de l'argent ». Et si les prix baissent, on va se dire « Oh là là, mon Dieu, on perd de l'argent ». Mais ça, pour une institution financière, le genre d'institution que je t'ai cité, hein, Bank of America, Goldman Sachs, etc., c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. Okay, un acteur institutionnel de cette taille-là ne réfléchit pas en « Ah bah si ça monte, tant mieux, on va gagner de l'argent avec les gens, et si ça descend, ah bah zut, on va tous perdre de l'argent ». Ça, c'est hors de question. Donc, le problème, c'est qu'ils sont short volatilité. Okay, c'est-à-dire que plus il y a de volatilité, à la hausse comme à la baisse, et plus le pourcentage d'incertitude augmente. Okay, que ça soit dans le sens gagner de l'argent ou dans le sens perdre de l'argent. Okay, mais le pourcentage d'inconnus augmente. Et ça, quand on fait de la gestion financière, quand on est un grand acteur financier, une banque énorme d'investissement systémique, on réfléchit pas comme ça. Hein, c'est pas au doigt mouillé, ah bah génial. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est en position finalement de short volatilité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de volatilité. On veut tout simplement que cette possibilité, ce pourcentage d'incertitude soit gommé. Okay, on veut gagner de l'argent sur ce que j'ai expliqué plus tôt, c'est-à-dire des frais de transaction globalement, ou du spread, un peu d'arbitrage, etc. Mais on ne veut pas gagner de l'argent quand le Bitcoin fait 300% ou moins 80% et on perd de l'argent. Ça, c'est inadmissible parce que c'est tout simplement, ils n'ont pas besoin de ça en fait. Ils ont un système qui est beaucoup plus simple pour gagner de l'argent, qui est le casino. C'est-à-dire que c'est les owners du casino, tu vois, c'est les propriétaires du casino. Le propriétaire du casino, que toi, client, tu gagnes ou tu perdes, il s'en fout, tu vois. Lui, sur tous les flux, le propriétaire du casino, il va prendre un petit cut, tu vois. Et bien là, c'est la même chose. Et pour prendre ce cut, ils vont se hedger. Ils vont se hedger via énormément de moyens, et notamment des contrats dérivés, qui vont permettre de se delta, gamma hedger, où en gros, on va venir gommer la volatilité. Donc on va prendre, je vais te faire un exemple très vulgarisé, très simple. Par exemple, un contrat inverse, où on dit voilà, si le Bitcoin descend et qu'il passe tel niveau, eh bien, je gomme ma perte. Et on va avoir tout un tas d'acteurs, et notamment market makers que j'avais mis sur le schéma ici, voilà, qui vont permettre de finalement faire cette ingénierie également financière. Ce qu'il faut comprendre, pareil, sans rentrer dans les détails, parce que sinon cette vidéo va durer 4h30, et le but c'est de comprendre les généralités de justement comment fonctionne cette finance classique, c'est que là, on ne cherche pas à faire de l'argent sur un pari. On ne cherche pas à faire de l'argent sur un peut-être. On ne cherche pas à faire de l'argent sur un bull run. On cherche à faire de l'argent sur les gens qui veulent venir dans le casino. Et ça suffit largement. Il y a des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards sur plusieurs années qui sont dans ce casino, qui passent, qui transitent. Donc il suffit de prendre un 0,1, 0,2, 0,3, 1% par-ci, par-là, et c'est fini. Ça y est, l'argent il tombe tous les jours et de façon beaucoup plus sûre. Certes, quand ça va monter, eh ben, on ne fera pas d'argent. Quand ça va descendre, on ne fera pas d'argent. On ne fera pas d'argent sur la volatilité, mais on fera de l'argent sur l'absence de volatilité. Avec juste les gens qui rentrent dans le casino. Et donc, on vient borner en haut et en bas cette volatilité pour que, eh bien, tout simplement, on ne perde pas ou on ne gagne pas des sommes d'argent complètement folles. Mais en tout cas, dans cet intervalle-là, oui, ça coûte un peu d'argent, hein, cette protection-là, elle coûte de l'argent, mais tout est calculé. Et dans cet intervalle-là, on fait de l'argent. Voilà, tout simplement. Et c'est exactement ça qui se passe. Et pour les émetteurs, et pour les participants autorisés, et les différents market makers qui vont gérer tout ça. Donc, si je dois résumer un petit peu tout ça. BlackRock et compagnie. Alors, j'ai mis BlackRock parce que, comme d'habitude, c'est toujours le grand méchant. Ils ne se rémunèrent pas sur les mouvements et sur la volate.
ils sont short volat, ils se rémunèrent sur les frais. Globalement, frais de gestion, frais d'arbitrage. Ils ne font pas de détention spéculative. Ils ne font pas non plus de gestion active. C'est-à-dire, je parie que ça va monter, j'en achète plus, je parie que ça va descendre, j'en achète moins. Ils font pas ça. Il y a plus de gens qu'en veulent, j'en achète plus. Il y a moins de gens qu'en veulent, j'en vends. C'est aussi simple que ça. Je viens fournir un instrument pour permettre aux gens d'investir. Et je me rémunère sur les frais. Il y a la possibilité de cette cash rédemption, donc qui est bien d'un point de vue régulatoire et d'un point de vue stabilité du système, qui vient un petit peu diminuer, certes, l'attraction du système sur le total supply de Bitcoin, mais quand même, si on attend des volumes comme on les attend, ça devrait quand même être intéressant. Ils sont hautement régulés et audités, et ça c'est quand même ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on peut être autant qu'on veut dans la théorie du complot, dans la manipulation de marché, etc., parce qu'on ne comprend pas forcément comment ça fonctionne derrière. Tout ça est entièrement régulé, audité, tout ça est public, ok. Donc quand on commence à s'intéresser au clearinghouse, on peut trouver les volumes, on peut savoir comment ça fonctionne, on a les comptes qui sortent, on a les différentes positions de chacun avec ce qu'ils détiennent à l'instant T, pourquoi la valeur liquidative est au-dessus ou en dessous, quel est l'écart type pour les fonds fermés, on va avoir les différentes NAV avec le discount, le premium, etc. Tout ça est complètement transparent, c'est pas parce que certaines personnes ne veulent pas voir ou ne vont pas chercher l'info ou ne connaissent pas tout simplement que l'info est disponible, qu'elle ne l'est pas. Et c'est extrêmement suivi et audité. Okay. Là, on n'est plus dans un petit exchange à Hong Kong qui se monte, etc. On est sur les acteurs majeurs de la finance mondiale. Donc voilà, c'est tout simplement extrêmement transparent. Et on vient jouer avec le hedging. Donc on ne vient pas, encore une fois, gagner de l'argent sur des mouvements spéculatifs. Donc on n'a aucun intérêt à générer, à créer des mouvements spéculatifs. Et on vient tout simplement se couvrir contre les défauts des différents participants autorisés en ayant plusieurs, et se couvrir contre la volatilité avec toutes sortes d'assurances via des contrats dérivés, etc., etc. Puisque je rappelle que le but est juste de prendre une partie du flux qui rentre dans le casino et pas de jouer avec les joueurs, tout simplement. Bon, tout ça fait quand même que potentiellement ça va et ça vient diminuer de façon importante le supply qui est dispo, puisque contrairement à ce qu'on a dit au début, on avait des ETF, certes, qui étaient sur les futurs, mais ces ETF étaient à réplication synthétique. Donc on n'avait pas besoin de détenir du fameux Bitcoin. Maintenant qu'on est en réplication physique, ben oui, on a besoin de détenir du Bitcoin dans la machine pour tout simplement avoir la contrepartie en face des différents acteurs, des gens tout simplement qui veulent acheter et vendre, puisqu'on est tenu de leur fournir une possibilité de sortie à chaque instant avec une valeur liquidative qui colle à la valeur totale départ, avec le market cap, etc., etc. Maintenant qu'on a parlé de la possible manipulation par les émetteurs d'ETF, parlons des possibles manipulations des whales. Parce qu'il y a un truc que je vois toujours sur les réseaux sociaux, et je sais que je vais en avoir encore dans les commentaires de cette vidéo, c'est un certain nombre d'investisseurs, et je le vois et dans la crypto, parce qu'on a peut-être des investisseurs qui sont plus débutants, mais je le vois également sur les marchés financiers classiques, qui voient de la manipulation partout. C'est-à-dire, dès qu'il se passe un mouvement qu'ils ne comprennent pas, il est beaucoup plus simple, et c'est normal, c'est même, je vais dire, un mécanisme de défense du cerveau, de se dire, je ne comprends pas ce mouvement, ça veut dire que c'est une puissance supérieure qui l'impose, et ça peut pas être moi qui comprends pas, tu vois. C'est comme à l'époque des hommes des cavernes, quand il y avait le tonnerre, des éclairs, un orage, on se disait, oulala, c'est Zeus qui balance des, qui balance des fusées depuis son nuage, il faut forcément qu'il y ait une puissance supérieure, etc., avant qu'on comprenne, plus tard avec le temps, scientifiquement, que oui, un orage, machin, il y a des ions, il y a des trucs dans les nuages, et puis pouf, ça fait un arc électrique, tu vois. Et c'est un petit peu la même chose sur toutes les découvertes scientifiques, avant qu'on comprenne par A plus B comment ça marche, vu qu'on comprend pas, on fait de la spéculation, tu vois. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe ici. On se dit, voilà, sur la bourse classique, tu sais, tu as un carnet d'ordre, et puis achat-vente, bid-ask, et des fois il y a des mouvements, je les comprends pas, ou alors des fois le prix il vient buter là, et puis c'est un mec, un gros investisseur qui le bloque, et puis quand il aura fini de charger, il autorisera les prix à monter, ou alors parfois on entend, ok, là on est en train de ranger, et puis le marché va aller chercher la liquidité là, avant de remonter, et puis on y met des expressions, on va aller au sud, on va aller au nord, il faut liquider les shorts, il faut sortir tout le monde du marché, blablabla. Mais les gars, il n'y a aucune puissance supérieure qui décide de ces mouvements-là.
Ok, il n'y a personne qui dit, il n'y a pas un mec qui a 35 milliards et qui dit ok, je vais tous les liquider leur stop et puis après ça va faire une cascade de stop et puis comme ça je vais rentrer, je vais faire de l'argent. C'est-à-dire que et c'est aussi pour ça qu'il est intéressant pour tous les investisseurs, et vraiment je te motive à le faire, de comprendre comment fonctionne la finance au sens large, et de rentrer justement, comme on l'a fait un tout petit peu dans cette vidéo en vulgarisant, de comprendre comment fonctionnent les différents acteurs et comment fonctionnent les différentes étapes. Ok, toi tu te dis par exemple peut-être au début, enfin avant cette vidéo, ok, ben un ETF c'est tout con, il y a BlackRock qui met de l'ETF sur le marché et puis les gens y rentrent, etc. Et t'avais aucune conscience qu'au milieu il y avait des market makers, qu'il y avait des participants autorisés, qu'il y avait un clearing system, etc. Et c'est un petit peu la même chose avec le marché, c'est-à-dire que on comprend pas ce qui se passe, on voit une mèche en bas et puis on se dit bah il y a un Zeus dans les nuages qui a sorti tout le monde avant de remonter. Il faut comprendre que pour manipuler un marché, c'est pas aussi simple que ça. Je me suis amusé à regarder un petit peu les volumes sur le Bitcoin, ok, parce qu'on parle du Bitcoin, on parle de l'ETF Bitcoin aujourd'hui. Les volumes sur le Bitcoin, sur les différents exchanges. Hein, je ne parle pas d'ETF, je ne parle pas de bourse, je parle des exchanges. On est entre les petits jours 10 milliards et les gros jours 80 milliards, avec une moyenne de 40-50 milliards par jour. Ok. Donc déjà, pour pouvoir manipuler le marché, il faut comprendre qu'il faut beaucoup de milliards. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire sortir tout le monde et faire peur à tout le monde avec 100 000 balles, 10 millions, 100 millions. Il faut plusieurs dizaines de milliards. Il faut aussi comprendre autre chose, et c'est ça que peut-être les gens parfois ne prennent pas en considération, c'est qu'il y a de l'arbitrage qui est en place. Et pas que par les gros, mais également par monsieur tout le monde. Hein. Moi je connais une chier de mecs qui ont des bots d'arbitrage et qui regardent, c'est quoi l'arbitrage? C'est de regarder les anomalies de prix. Ok, si par exemple, je prends deux exchanges au hasard, hein, sur Coinbase, le Bitcoin est à, je m'en fous, je mets des prix ronds, on s'en tape, hein, 50 000. Et sur Kraken, il est à 50 082. Parce qu'en effet, ces deux exchanges ne sont pas linkés entre eux, hein, ils ne se parlent pas. Hein. Et donc si d'un seul coup, il y a un petit peu plus de pression acheteuse ici, et en effet, il y a un petit peu moins de liquidité, le Bitcoin peut ne plus être au même prix, tout simplement. Eh bien, il y a des petits malins qui ont des bots, ou il y a même des institutions professionnelles qui ont des bots, et qui disent, ok, c'est pas compliqué, on va acheter du Bitcoin là, et puis on va l'envoyer là, et on va le vendre. Alors oui, il y a des délais, etc. Il faut le faire intelligemment, et puis il faut se hedger, etc. Mais ça existe. Et ça existe d'une telle façon que ça existe depuis des dizaines d'années, bien avant que les cryptos existent, parce que ça existe sur les marchés financiers, ça existe sur les commodités, ça existe sur le marché des devises, etc., etc. Ça s'appelle de l'arbitrage, ok? Et les gens qui font ça s'appellent des arbitrageurs. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, ça veut dire que si je veux manipuler le marché, et si je veux aller chercher la liquidité, blablabla, en bas pour faire péter les stops et remonter, je ne dois pas le faire sur un exchange. Parce que c'est pas le marché régulé, magique qu'on connaît aujourd'hui, centralisé, finance classique. Quoique il n'est pas si centralisé que ça, mais bref. Là, c'est un marché beaucoup plus distribué, beaucoup plus dispatché entre des dizaines d'exchanges. Donc ça veut dire que je dois aller manipuler sur Coinbase. Donc je dois mettre des gros ordres de vente pour aller faire péter des stops, etc. Et moi, même perdre de l'argent, hein, puisque ça veut dire que j'ai du Bitcoin, et aujourd'hui le Bitcoin est à 50 000, et puis j'ai envie de faire descendre le prix à 48, ça veut dire que je dois m'auto-saboter, hein, et vendre mon Bitcoin de moins en moins cher, et être le plus gros vendeur, ou un des plus gros vendeurs sur la plateforme entière, sachant que sur une plateforme comme Coinbase, il y a une chier d'institutionnels, et d'ailleurs, ils font du custody pour les ETF, etc. Donc voilà, tu fais pas bouger le prix sur Coinbase aussi facilement que ça. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille mettre clairement quelques milliards, pour faire descendre le prix ici. Mais si je le fais que là, le petit arbitrageur malin, il va venir acheter du Bitcoin ici. Donc déjà, il va concourir à faire remonter le prix. Et puis il va aller le vendre sur Kraken, parce que sur Kraken, il n'aura pas bougé. Donc ça veut dire que si je veux manipuler le prix, que je suis le gros whale dont tout le monde parle et qui manipule les prix pour faire sortir les retails à vendre de machin, je dois faire ça avec quelques milliards sur la totalité du marché, ou en tout cas tous les plus gros exchanges. Pour finalement casser le rôle de ces arbitrageurs qui vont naturellement, par leur façon de gagner de l'argent, ramener les cours sur tous les exchanges à peu près au même niveau. Et c'est pour ça que les exchanges se suivent tous à peu près, parce qu'il y a de l'arbitrage entre tous ces exchanges-là, par des professionnels et également des particuliers. Donc, combien de milliards sur un marché qui me fait 10, 40, 80 milliards, 100 milliards parfois en bull run plus par jour, quel acteur est capable de faire ça? Quel acteur est capable de manipuler le cours avec des dizaines de milliards? Pas beaucoup.
Ok. Alors certes, tu pourrais me dire, oui, des gros acteurs comme BlackRock, comme machin, comme JP Morgan, oui, sur le papier, ils pourraient le faire. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont régulés, parce que leurs comptes sont audités, parce qu'ils sont publics, et parce que s'ils le faisaient, tout le monde s'en rendrait compte. Et ils auraient des amendes complètement dingues, parce que c'est tout simplement illégal de faire ça, ok? Donc, aucun acteur avec une taille suffisante pour le faire ne peut le faire. Tu déplaces pas 50 milliards, ça se voit, tu vois. Donc, si aucun gros acteur peut le faire, bah, aucun petit acteur peut le faire non plus parce qu'il n'a pas assez d'argent. Donc le marché n'est pas manipulé sur les grosses caps. Ah oui, sur la petite crypto avec 5 millions de market cap, c'est sûr que tu mets un ordre d'achat, tu fais une mèche. Mais je parle là, on parle de Bitcoin, parce qu'on est sur notre discussion ETF, est-ce que BlackRock, machin, on a compris que, ok, c'est pas le but des émetteurs des ETF, ni des participants autorisés de manipuler le prix, parce que c'est pas comme ça qu'ils gagnent de l'argent, mais peut-être qu'ils pourraient aller manipuler le prix autre part, parce qu'ils se disent, ok, sur les exchanges, mais ils peuvent pas le faire par A plus B. Parce que c'est beaucoup trop dangereux, parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent comme ça, parce que je te rappelle qu'ils se rémunèrent plutôt sur de la commission que sur du trading. Et même dans leur branche qui fait du trading, ce sont des branches qui sont régulées, qui sont suivies, qui sont auditées, qui ne peuvent pas faire ça, ça va se voir. C'est-à-dire que dès demain, tout le monde est au courant. Ok. Donc, il est beaucoup plus simple, en effet, d'imaginer des scénarios de manipulation parce qu'on ne comprend pas les mouvements. Parce que oui, le marché, parfois, il est erratique. On ne sait pas pourquoi il nous fait une mèche, pourquoi... il nous fait une mèche tout simplement parce que y a beaucoup d'ordre. Il nous fait une mèche parce que des fois, en effet, il se trouve qu'il y a des gens là, et puis le cours il est là, et puis il a fait ça, et puis tout le monde a mis ses stops au même endroit, quoi. Voilà. Et puis quand ça vient toucher, tout le monde a mis ses stops, et puis il y en a qui les ont mis un peu plus bas, qui ont laissé un peu plus d'air, etc. Et puis on vient en casser un, on vient en casser deux, enfin 1, 2, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, et puis oui, on a une cascade de stops, et le marché il fait une grande mèche. Et puis après on arrive sur un niveau de prix historique qui est plus intéressant, et puis les gens y rachètent, et ainsi de suite. Ou parfois il y a une news complètement con d'un mec qui dit oulala, demain ça va être listé je sais pas où, et puis machin de la SEC il a dit ça, et puis c'est relayé par la presse, et boum, ça monte parce que tout le monde achète au même moment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, aussi simple que ça sur le papier, mais oui, toi, quand tu es dans le marché hier, là, et tu regardes, c'est plus sexy de se dire oulala, je me suis fait sortir par un gros, c'est pas ma faute, mais non, je suis désolé, il y a très peu de manipulation sur, je mets quand même une parenthèse, des capitalisations qui sont énormes. Pas parce que tout le monde est gentil et tout le monde il est beau et personne ne veut manipuler, parce que c'est extrêmement dur de manipuler un marché qui a beaucoup de liquidités. Et maintenant, on attaque la dernière partie de cette vidéo, où on se demande justement où est-ce qu'on va aller, au niveau des prix, à long terme, avec ces fameux ETF, et avec l'arrivée des institutionnels, des grands méchants qui vont manipuler le prix. Ils n'ont pas besoin, en fait, tout simplement. Donc ce qu'on peut attendre, c'est certes, en effet, une baisse de la supply disponible, très clairement. Donc oui, ces acteurs vont avoir besoin de détenir du Bitcoin, pas pour manipuler, pas pour spéculer, mais tout simplement pour répondre à leurs obligations. Et donc, qui dit répondre à leurs obligations, dit détenir une partie ou la totalité en collatéral pour tout simplement permettre aux gens d'entrer et de sortir. Et au niveau des émetteurs et au niveau des participants autorisés et au niveau de tout l'écosystème qui gravite autour, parce que c'était simplifié, mais au milieu, il va y avoir des market makers qui vont émettre des contrats options futures, ils vont également détenir du sous-jacent, etc., etc. Donc oui, tous ces acteurs, toute cette masse institutionnelle a besoin de détenir plus de sous-jacent. Donc oui, il y a un assèchement de la liquidité. Oui, ça va créer une pression acheteuse, ou en tout cas, ça va aider la pression acheteuse. Ça, j'ai envie de te dire que c'est le revers de la pièce qui est plutôt cool. C'est-à-dire que je le vois d'une façon un peu comme ça. C'est-à-dire que côté cool, on a la liquidité qui va baisser. Donc forcément, plus facile pour la pression acheteuse. Du côté, j'ai même pas envie de dire pas cool, mais du côté, vas-y, tranquille, détends-toi, tu vois. Côté tranquille, quoi. Côté qui vient plutôt dire, ça va pas non plus faire x1000 en 24 heures et où est-ce qu'on va. C'est que tout simplement que plus on a de liquidité, là je parle pas de la liquidité du nombre de bitcoin, hein, je parle de la liquidité en dollars. Plus il y a de thunes dans le marché, et plus il est difficile, et c'est la démonstration que j'ai fait avant, de manipuler. Et même au-delà de manipuler sans avoir d'intention mauvaise, d'imprimer une direction, tout simplement. Parce que quand il y a énormément de gens à peu près à ce prix-là et qui sont un peu frileux, pour passer le prix d'au-dessus, il va falloir injecter plus de millions, plus de milliards. Donc, on vient tout simplement
diminuer la volat, et ça j'en ai déjà parlé. Alors ça va pas se faire en une semaine, en un mois, en un an, ça va se faire sur des années, mais avec le temps, le marché des cryptos va perdre de sa volatilité, la volatilité va se contracter, et on l'a déjà vu, et on s'en est déjà rendu compte sur les précédents bull runs, enfin en tout cas sur celui-là, et sur les prochains par rapport aux précédents, on se rend compte qu'au fur et à mesure des cycles, la volatilité diminue avec l'entrée des capitaux, tout simplement. Okay, donc, ça va plus du côté tranquille. Mais ça, c'est un effet à plus long terme. Ça, c'est un effet à plus court terme. Donc, la balance penche quand même du côté cool pour moi. Ensuite, du côté cool, je vais en rajouter. Les frais sont bas. Okay, on le voit sur tous les ETF aujourd'hui, les frais sont ridicules. On parle de 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1%. Waouh, c'est l'ETF, il est méga cher, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Tu vois, les frais sont très bas sur les ETF. Parce qu'il y a tellement de gens, et je ne te refais pas la démonstration, que les émetteurs se payent avec tout simplement le volume. Okay, quand tu prends 0,3 de centaines de milliards, ben ça fait toujours beaucoup d'argent à la fin de l'année. Donc, la beauté, c'est quoi? Ça va permettre à des gens de rentrer. Ça va permettre plus de simplicité. On a aussi le côté régulation, et notamment les acteurs institutionnels, alors bon, qui n'avaient pas attendu. Hein. Je vois beaucoup de gens qui disent « Ouh là là, encore plus et plus et plus d'institutionnels vont rentrer ». Il y avait déjà des instruments pour les institutionnels, hein, pour s'exposer aux cryptos. Mais là, c'est vrai que dans le narratif, ça permet quand même d'avoir un narratif qui est plus axé vers la rentrée de gens, et donc des clients qui sont plus conscients que les cryptos, ça devient quelque chose de plus régulé, de plus sympa et de moins risqué. Donc forcément, les clients de ces institutionnels-là vont demander à leurs institutionnels de s'exposer plus, et donc ils ont besoin de s'exposer plus, et donc ils sont susceptibles d'en acheter plus, etc. Donc le côté régulation, il est clairement du côté cool. On a également le risque. Et ça, c'est un côté très cool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui achète du Bitcoin et vient le stocker sur sa clé Ledger, machin, et sur son paper wallet et tout ça, tout ça. Et je mets ma phrase de seed que j'imprime sur un bout de papier dans un coffre et je prie pour pas que ma maison elle brûle. Pas grand monde fait ça. Ou en tout cas, pas grand monde de classique. Je veux dire, investisseur, papa, maman, tranquille. Ou pas grand monde avec des capitaux importants. Donc ça va permettre de diminuer le risque, et notamment ce qu'on appelle le risque de custody. C'est-à-dire c'est plus toi qui détiens tes bitcoins. Okay, tu détiens un ETF qui reflète par sa valeur liquidative à l'instant T combien tu as mis dedans, combien tu as de bitcoin, et qui suit le cours et qui le réplique parfaitement physiquement. Et en plus, tu n'as pas ce risque de te faire voler tes bitcoins, de te faire hacker, de perdre ta seed, etc. etc. Donc certains diront not your key, not your crypto, blablabla. Mais toujours est-il que pour la plus grande partie des acteurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, ce risque, cette tranquillité d'esprit est un gros facteur cool et un gros facteur positif, tout simplement. Et on a également le côté qu'il ne faut pas oublier, que je vais appeler fiscal, dans le sens de l'enveloppe fiscale, ok ? Même si aujourd'hui on parle des ETF américains parce que les ETF spot américains sont attendus blablabla depuis toujours, et que maintenant on se dit ok, où est-ce qu'on va aller demain, où est-ce qu'on va aller au niveau de la facilité? Peut-être que ça sera possible dans un PEA de détenir de l'ETF Bitcoin d'un émetteur européen, ou dans une assurance vie de façon de plus en plus simple, et puis la concurrence rentre de plus en plus, et donc les frais diminuent encore, etc. etc. Et donc ce côté enveloppe fiscale et accessibilité de ces instruments va aussi concourir tout simplement à ce que des gens en veulent, donc assécher toujours pareil la supply, etc. etc. Donc quand même, tout ça sent plutôt bon. Maintenant, sous quel horizon de temps ça va se passer, c'est toute la question. Mais il faut quand même comprendre qu'à ce niveau de liquidité, ça prend du temps. Et il faut aussi comprendre, par contre, que cette révolution, finalement, et c'est pour ça que c'était si attendu, cette révolution d'accessibilité signe vraiment un avant et un après sur le marché des cryptos, où on était dans un espèce d'entre-soi, un peu de geek, risqueur, qui ont peur de rien, investisseur early, et on rentre de plus en plus, et on va rentrer de plus en plus sur les mois et années qui viennent, dans un instrument financier d'investissement comme n'importe lequel.
comme une action, comme un ETF sur le gold, et ça va devenir... Alors oui, les maxi Bitcoin vont dire, oh là là, c'est plus du tout la philosophie de Bitcoin, de tuer les banques, blablabla, mais vous tuerez jamais les banques, c'est-à-dire que ça n'arrivera pas, c'est-à-dire que le monde est bâti sur le système capitaliste et l'argent, donc à quel moment ça ne fonctionnera pas. Donc ça, je pense pouvoir le dire sans me tromper, que à mon avis, la plus belle chose qui puisse arriver, je vais pas me faire que des amis, hein, mais pour les cryptos, c'est qu'elles rentrent un petit peu plus dans le monde réel et dans le monde normal, et dans un monde un peu plus régulé, et dans un monde un peu plus safe, et dans un monde un peu plus pratique, un peu plus facile, où je vais pas sur un site chelou chinois envoyer mon passeport, etc. Et où tout simplement je suis dans la banque que je connais, dans laquelle j'ai l'habitude d'investir, où j'ai mon assurance vie, mon PEA, mon prêt immobilier, et je peux acheter du Bitcoin en direct, ou un ETF Bitcoin, ou un produit structuré avec un peu de crypto à l'intérieur, etc., etc. Et ça, c'est permis par cette régulation, et c'est permis par ces ETF tout simplement. Si tu veux aller plus loin sur la partie crypto, si tu veux être accompagné sur ce genre de choses que je peux faire maintenant avec toi de façon gratuite, et d'ailleurs pour me remercier, merci de péter la gueule du pouce bleu et de s'abonner, ça coûte rien et ça te permet de voir mes vidéos dans ton fil d'actualité. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux suivre les recommandations d'investissement qu'on ne peut pas publier sur YouTube, si tu veux de la vulgarisation en temps réel par rapport au mouvement de marché, si tu veux voir nos différents portefeuilles, mon portefeuille, les décisions d'investissement que je prends, comment je les réfléchis en temps réel, jette un œil à ça, le Money Game, ça se passe en direct, c'est un groupe privé, et là-bas, on passe next level ensemble. Je te dis à très bientôt la team, ciao.